Moi donc, je suis Thomas Stéphane, donc, je dirige le design éditorial numérique au Monde au sein de la direction artistique plus globale du journal qui s'occupe aussi donc, de la direction artistique du quotidien, du journal imprimé. Moi mon parcours, j'ai un BTS, voilà, mais le reste c'est une grosse carrière de freelance au sein des médias notamment. Et j'ai accédé à ce poste il y a 2 ans en remplacement en fait, donc, de la personne avant moi qui partait et qui m'a proposé donc, de prendre la suite donc, pour diriger le service. Voilà, et si j'avais un projet emblématique, ouais, c'est difficile, mais je dirais que l'année dernière on a travaillé sur une grosse série autour des narcotrafics qui s'appelait Overdose, qui a représenté pas mal de travail, notamment visuel, pour à la fois documenter toute l'investigation qui avait été faite, puis avoir une espèce d'identité commune à tous les articles. Il y avait un gros travail de narration visuelle, c'était un gros boulot et je pense que ça avait bien synthétisé tous les efforts qu'on avait mis en place il y a quelques années pour arriver à ce résultat. Donc c'est peut-être le projet qui me vient le plus en tête en fait. Voilà. Merci. Merci. Oui, je m'occupe de la direction artistique d'une rubrique à l'équipe qui s'appelle l'équipe Explore. C'est une rubrique qui existe depuis à peu près 10 ans et qui est spécialisée, c'est un petit peu le laboratoire d'innovation de l'équipe, qui est spécialisé dans la réalisation de longs formats numériques, de documentaires et de podcasts. Donc on est uniquement publié en digital sur le site et l'application de l'équipe. Et on fonctionne un petit peu comme un studio créatif, entre le studio créatif et la boîte de prod. C'est un petit peu un mix de ces deux choses. Et cette équipe est composée à la fois de journalistes de formation et aussi de créatifs qui ont des profils assez variés et complémentaires. Et donc on travaille tous ensemble à l'élaboration de contenus innovants où on réfléchit un petit peu aux concepts originaux tous ensemble. Pour mon parcours assez classique, j'ai fait des études d'art appliqué, puis des études de design graphique. Voilà, jusqu'au master, j'ai fait pas mal d'alternance et puis je suis arrivé assez vite à l'équipe et je m'y sens bien puisque en fait justement j'avais aussi un attrait pour le journalisme à côté et donc avoir un petit peu cette double compétence, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'explorer au quotidien et de justement inventer un petit peu notre métier au fur et à mesure, ce qui n'est pas toujours très clair parfois à expliquer aux gens, donc c'est un petit peu en construction perpétuelle. Et après, un projet emblématique de ces derniers mois, années, j'ai déjà eu l'occasion de présenter à Nantes, mais c'est vrai qu'on a fait un long format qui s'appelle Le Sport en 2050, qui questionne de manière très large en fait, sur des questions sociétales et écologiques, le monde de demain, et donc la place que prend le sport dans ce monde de demain, avec les conséquences sur le réchauffement climatique notamment. Et donc là, l'objectif, c'était de faire ressortir des données du GIEC, des données scientifiques, de manière ludique. Et donc on a créé une expérience interactive qui fonctionne comme un jeu de rôle, un jeu dont vous êtes le héros, avec 3 scénarios, et on peut incarner un sportif, un directeur de club de foot. Enfin, il y a différents types de scénarios, et ça nous apprend des choses en fait sur l'évolution du sport avec l'évolution du climat. Voilà. D'accord, super. Tu parlais de l'équipe qui compose ton service. Ouais. Tu disais que c'était à peu près composé d'autant de journalistes que de créatifs. Est-ce qu'il y a un statut, il y a une rupture ou une séparation entre les deux statuts? Est-ce qu'ils travaillent sur les mêmes aspects du projet ou est-ce qu'il y a... Alors, on ne travaille pas sur les mêmes aspects du projet, on a quand même une répartition des rôles. Les designers vont bien évidemment s'attaquer plus à l'aspect visuel de ce qu'on fait. Maintenant, il n'y a pas une différence de statut dans le sens où les graphistes, les designers ont le statut de journaliste. Okay. Donc c'est une particularité qui je trouve facilite les échanges et la conception des formats, dans le sens où on est un petit peu quand même, c'est un fonctionnement assez horizontal du coup quand on doit débattre des idées, et l'idée c'est d'avoir des espèces de conférences mensuelles, on le fait de manière un peu occasionnelle, mais justement on peut échanger de nos idées, de l'évolution des projets et de ce qu'on peut apporter aussi chacun en fonction de nos compétences sur les projets. Donc la parole elle est très libre et assez agréable là-dessus. Là pour le coup c'est
pas sur la liberté de la parole, mais l'organisation est assez différente avec ton service au monde. Les créatifs ont, je crois, pas forcément le statut de journaliste. Si. Voilà, si. d'accord. Si, on a le statut de journaliste, Okay. Effectivement, mais on n'est pas journaliste, mais par contre, on est rattaché, si tu veux, sur la convention collective des journalistes, donc on a D'accord. quand même ce statut-là. Et d'ailleurs, moi, mon titre officiel, c'est je suis un grade de rédacteur en chef adjoint, en fait. Donc, D'accord. du coup, tu as quand même cette espèce d'équivalence par rapport aux journalistes, même si, effectivement, après, dans la pratique, nous, on n'a pas de journaliste dans notre équipe, on est vraiment uniquement soit designer, soit développeur, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le statut de journaliste mais d'être pas journaliste dans le quotidien? Dans le quotidien. Dans non mais par exemple dans la façon dont arrivent les sujets sur votre planning. Le truc c'est qu'après comme le Monde c'est une très grosse maison avec des pratiques de travail très différentes et qu'en plus il y a quand même une organisation qui est initialement héritée du journal papier et il y a différents circuits qui existent. Moi je travaille majoritairement avec les services qui sont quand même plus numériques comme par exemple les décodeurs ou Pixel qui eux par exemple publient très peu dans le journal. Donc on a une organisation de travail où en fait eux me font des espèces de prêves, ils me disent bon bah voilà dans 2 semaines on a cette enquête là, on a ce sujet là, est-ce que ça te dit de participer dessus, est-ce que tu peux, est-ce que tu as les moyens, et puis et ça se fait vraiment de manière très organique en fait, aussi par affinité au fil du temps on apprend à se connaître et en fait il y a des choses qui se font vraiment de manière très, très simple alors qu'avec d'autres services effectivement c'est un peu plus au fil de l'eau parce qu'aussi c'est des gens qui ont à la base une culture plus héritée du journal papier et du coup effectivement il y a une façon de travailler qui va être un petit peu plus un peu différente ou effectivement peut-être parfois un peu plus à l'arrache entre guillemets quoi, ça va dépendre et aussi le gros je dirais du process c'est aussi des demandes qui viennent de la direction de la rédaction qui par exemple vont nous dire typiquement pour cette série que j'ai évoquée sur les narcotrafics ils viennent nous dire bon bah voilà dans 8 mois on va lancer cette série de 12 articles très importantes, on a besoin effectivement d'avoir un travail très fort visuel et du coup ça arrive en fait sur le planning en disant bon on a cette priorité numéro 1 qui est arbitrée directement par la direction et hop ça se fait naturellement mais c'est pas ça c'est vraiment ça arrive quelques fois dans l'année mais le reste après ça va vraiment être au feeling en fonction des différents services en fait. Est-ce que vous initiez vous-même des sujets ou est-ce qu'ils viennent systématiquement? Non, nous on est vraiment un service de commande à différents d'autres services qui parfois, comme par exemple le service infographie du Monde qui a des journalistes en interne qui peut effectivement aussi, fait de la commande mais peut aussi proposer des sujets. Nous on est vraiment dans la réponse, c'est-à-dire qu'on vient trouver des solutions mais on a les demandes qui arrivent en fait qui sont arbitrées en amont quoi. Est-ce que c'est pareil chez vous à l'Explore ou vous êtes Non, plus autonome? Pas tout à fait. Le fait qu'on soit déjà structuré comme une rubrique fait qu'on est quand même plus maître de ce qu'on propose et de notre programmation, à proprement parler, puisqu'on a notre propre programmation liée à notre rubrique. L'association des talents dans l'équipe fait que on a un savoir-faire assez unique dans la rédaction qui nous permet de fonctionner déjà de manière très indépendante et surtout de faire venir des gens qui sont parfois d'autres rubriques collaborer avec nous sur des projets. Donc l'idée c'est que aussi les journalistes de l'équipe, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui sont dans un travail de quotidienneté lié à l'apparition du journal, puissent de temps en temps proposer une idée à Explore et nous de l'accompagner dans sa réalisation. Et donc le journaliste, lui, va être guidé justement par à la fois les journalistes de la rubrique et aussi par les créatifs qui vont un peu élaborer une idée autour d'un concept. Donc je dirais qu'on ne vient pas forcément toquer à notre porte dans ce sens-là, dans le sens on a une commande, on a besoin de vous pour le faire. C'est plutôt nous qui avons besoin de tenir une programmation et du coup à la fois d'aller chercher les gens et parfois ouvrir la porte aussi aux gens pour qu'ils viennent vers nous. Il n'y a pas de volonté des autres rubriques peut-être d'incorporer vos pratiques dans leur... Si, même... là ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça et en fait il y a une vraie évolution aujourd'hui, on sent qu'il y a des rubriques à l'équipe qui sont... Ça va souvent avec l'articulation du numérique et du digital, c'est-à-dire que plus une rubrique a envie de développer son offre numérique, plus ils vont avoir besoin d'avoir des pratiques et des connaissances qu'ils n'auraient pas dans les domaines du print, puisque ça va être délégué par d'autres services qui vont gérer, qui vont reprendre leur contenu.
Donc ce savoir-faire, ils sont quand même curieux de l'avoir, de le comprendre. Donc on a un service enquête qui aujourd'hui justement investit pas mal dans le numérique, a des idées même de vidéos, des choses qui ne se faisaient pas forcément avant. On a un service décryptage aussi, assez data, qui va aller assez loin dans l'analyse de données, de décryptage technique par exemple de matchs de foot, des choses très précises. Et donc là c'est pareil, il y a une logique quand même très technique et technologique derrière. Donc quand on veut faire des longs formats, quand on veut faire quelque chose qui tient du temps froid, du tiède, de très immersif, c'est vrai que je vois qu'il y a une appétence pour ça qui se développe dans plein de services. Et donc là pour l'instant effectivement notre fonctionnement leur permet de venir nous voir et nous proposer pas mal de choses et nous on les accompagne là-dedans aussi, quoi. Ok. Dans vos équipes respectives, vous êtes combien? Je sais pas si tu nous as dit, Thomas, combien vous étiez. Non, j'ai pas dit, effectivement. Moi, en permanent, on est 5. Okay. C'est un mix de designers et de développeurs. Et après, on fait appel aussi à des collaborateurs occasionnels en fonction des missions aussi pour prêter main forte quand on a des gros rushs. Ok. On est 4, pas de développeurs dans le service. Il y a un pôle numérique à l'équipe avec beaucoup de développeurs qui peuvent nous aider quand on a besoin. Après, on a beaucoup de collaborations externes. C'est-à-dire qu'on va externaliser des compétences qu'on n'aurait pas besoin au quotidien. Jusqu'ici, on n'avait pas tant besoin de motion. Ça, c'est une compétence qu'on est en train d'internaliser. Mais demain, on veut faire plus de 3D. C'est pas tout à fait quelque chose qu'on a encore en interne, donc voilà, on peut faire des appels aussi. Il y a beaucoup de monteurs, puisque comme on fait beaucoup de vidéos et dans nos longs formats on intègre de la vidéo, on a besoin de compétences comme ça qu'on n'a pas effectivement dans le service. Ok. Donc globalement vous avez des designers graphiques et dev, et est-ce que vous avez des product ou des UX designers dans les équipes, parce que c'est une réflexion que vous avez qui est en cours Pas dans mon équipe, puisque l'organisation du travail est faite de toute façon. Les UX designers ou designers vraiment d'interface du site, par exemple, du Monde, c'est vraiment une autre équipe complètement décorrélée de ce qu'on fait. Enfin, on communique avec eux, c'est des gens avec qui on travaille, mais pour le coup, nous, on est vraiment centré sur la partie éditoriale, donc vraiment tout ce qui va toucher au contenu, aux articles. Donc du coup, on n'a pas ce besoin-là en fait au quotidien, quoi. Ouais, tout pareil. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un distinguo entre la partie éditoriale et rédactionnelle et la partie plus technique, produit, marketing. Les deux sont assez dissociés. Et donc le rapport, le dialogue avec les journalistes, que ce soit au sein d'une rubrique ou d'un service ou en externe, est-ce que ça a été facile d'acculturer entre guillemets les journalistes à ce que le design peut apporter? Est-ce que vos compétences particulières peuvent apporter au sujet? C'était facile de mettre ça en place ou... Déjà, c'est en cours, quoi. Très clairement, c'est un travail qui est en cours et qui va durer un long moment, je pense. Notre service, il a été créé, si je ne me trompe pas, en 2018, fin 2018 ou 2019. Donc c'est un service quand même qui est très, très jeune par rapport à un journal qui, lui, a 80 balais. Donc pour le coup, c'est un service qui a été rattaché à la direction artistique globale du journal, donc du quotidien, initialement parce qu'il fallait aussi donner une légitimité à ce service. Sinon, ça a été encore plus compliqué justement d'aller chercher justement les journalistes pour travailler avec eux. Donc c'est un travail qui est pas facile, très clairement, parce que encore une fois, il n'y a pas la même culture du design en France qu'outre-Atlantique ou en Angleterre, on le sait. Donc c'est un travail effectivement qui est en cours, mais qui est loin d'être terminé, et qui, effectivement, il y a un gros travail de pédagogie à faire au quotidien, à tous les étages, pour effectivement faire comprendre que ce qu'on fait, c'est effectivement pas pour rendre joli l'article, c'est pas du tout ça l'intérêt. Et que voilà. Donc après, c'est toujours pareil, c'est que en tout cas pour Le Monde, je pense que c'est pareil pour l'équipe, c'est des très grosses maisons, donc à l'intérieur il y a des services beaucoup plus sensibilisés, avec qui c'est beaucoup plus facile de travailler, je pense par exemple aux décodeurs ou aux services vidéo qui ont une écriture déjà visuelle de leur sujet, donc c'est très facile de travailler avec eux, alors qu'effectivement des services plus traditionnels, il y a moins cette approche-là, il y a moins cette culture-là, donc du coup effectivement il y a tout à faire, et c'est un travail qui a été initié il y a je dirais 5-6 ans et qui est en cours pour un bon moment encore, bien sûr. C'est pareil à l'équipe Oui, je retrouve beaucoup de choses dans ce que dit Thomas, mais la différence, je dirais, c'est qu'à l'équipe, on a une culture visuelle qui est quand même très présente depuis... c'est historique. C'est-à-dire
on a un service photo conséquent. La place de l'iconographie à l'équipe est très importante. Les journalistes sont habitués à partir avec des photographes. Donc ils aiment le journal papier aussi parce que c'est un objet visuel avec des photos, des infographies. Ils sont très attachés à ça. Donc je dirais que c'est plus une question de médium que de rapport à l'image, ou du moins au développement de la créativité. Je crois que j'ai assez peu rencontré de journalistes à l'équipe qui sont réfractaires à cette idée d'enrichir leur contenu avec des choses qu'ils ne maîtriseraient pas. Ils sont même plutôt preneurs. Je pense qu'on a une bonne image, nous, dans la rédaction, où les gens apprécient justement ce qu'on peut proposer de différent par moment. Et ils sont contents quand ils ont le temps de venir nous voir et nous proposer des choses. À la fin, c'est quand même chouette d'avoir un long format, déjà, avoir cette liberté du signage, de pouvoir écrire des choses très longues, et d'avoir un objet à la fin, vraiment quelque chose qui se différencie de ce qu'ils parfois ont l'habitude de faire. Et ça, c'est très bien perçu. Donc j'ai quand même une chance de ce point de vue-là. On ne nous prend pas du tout de haut, c'est très égalitaire sur cet aspect. Tous les deux, vous venez de rédaction, avec, de journaux en tout cas, qui ont une incarnation papier très forte. Est-ce qu'il y a des interactions entre le numérique et le print qui arrivent, qui sont... De façon très limitée, oui. Ouais. C'est plus quand les papiers, en fait, effectivement, qui sont publiés sur le numérique, sur lesquels on travaille, vont après atterrir dans le print. Oui, effectivement, il y a une réflexion autour de l'iconographie qu'on met en place. Si on fait des illustrations, de dire effectivement comment est-ce qu'on peut les utiliser sur le papier, mais pour des raisons parfois purement techniques. Est-ce que c'est en web def ou est-ce que c'est justifié de la mettre dans le journal. Après, il peut y avoir des réflexions plus autour des créations d'identités, de rubriques, par exemple, pour voir un petit peu comment ça va tomber dans le print. Mais sinon, après, effectivement... nous, on a un service global, direction artistique du journal et numérique. Pour autant, effectivement, dans la réalité, non, on n'a pas beaucoup d'interaction sur la partie opérationnelle parce que ce qu'on fait, mine de rien, c'est assez différencié maintenant. Ok. Ouais, pareil. Oui. Pareil, c'est le service historique, la direction artistique. Alors, toi, tu es rattaché quand même à la DA du journal, ce qui n'est pas mon cas. Okay. Puisque il y a une DA print qui est conséquente à l'équipe historiquement. Il y a une DA du quotidien, il y a une DA pour les titres magazines aussi. Ouais. Et après, il y a des designers qui travaillent au pôle numérique, donc des product designers dans ce sens-là. Mais à la rédaction, on n'a pas vraiment de direction artistique du numérique. Aujourd'hui, ça passe par Explore quand on a vraiment envie de faire des choses plus précises. Donc non, il n'y a pas beaucoup ça peut nous arriver quand on a des logiques de copublication. Et donc si par exemple un Explore peut paraître dans le magazine, on le tente là dans ce moment, on le tente de temps en temps. Là, il faut quand même envisager les choses. Et comme nous, on a la faveur du temps pour préparer nos longs formats, on a souvent les créas en amont du bouclage du magazine, et donc on va voir la DA des mags pour leur proposer notre travail, et eux, on discute comment eux réinvestissent ce qu'on fait pour leur maquette. Mais c'est en construction. Enfin, je sens que c'est pas encore naturel. Il y a une vraie différence des outils, tout simplement. C'est vrai qu'on ne travaille pas du tout sur les mêmes outils, et même de philosophie dans la manière de quand on a un long format de 50 000 signes avec une cinquantaine d'entrées visuelles dedans, on ne les fait pas rentrer dans 8 pages d'un magazine, quoi. Donc il faut faire un arbitrage, faut décider de qu'est-ce qui illustre le mieux le papier pour son support. Et donc là, il y a parfois des enjeux de transition qui ne sont pas naturels. Donc c'est pas si évident que ça. Ça c'est un sujet intéressant dans lequel vous êtes décisionnaire, la rubrique l'Explore, où il y a une DA une direction artistique qui vous... Quand on doit faire des ponts entre... on est décisionnaire dans le sens où on a la priorité de la création, c'est plutôt ça, ça se passe comme ça. Je pense que aussi dans une logique de fabrication, par exemple, nous on a un magazine hebdomadaire, donc ils ont une logique de fabrication qui est quand même assez intense, qui n'est pas du tout sur le même rythme, donc ils sont très preneurs en fait quand on arrive avec des choses faites.
Donc en plus on s'entend bien, on s'apprécie dans ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Ils sont très preneurs. Et après, c'est plus une question de transition des outils. À quel moment eux, en fait, reprennent la main, qui fait vraiment la maquette dans ce cas-là, avec quoi. Enfin, c'est là où on est toujours un petit peu en discussion de savoir à quel moment en fait on passe le témoin. C'est plutôt ça. Okay. Est-ce que dans ce rapport donc aux rédactions dans leur globalité, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution de la façon dont on vous conçoit dans les rédactions? Est-ce que vous avez vu, parce que ça fait un moment que vous êtes en poste l'un et l'autre, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des pratiques qui changent, des façons de voir les choses qui changent? De toute façon, oui, nous, il y a un truc qui est évident, c'est que le journal, maintenant, s'assume numérique first, ce qui n'était pas le cas quand moi je suis arrivé, c'était pas encore ça. Les sujets étaient vraiment conçus d'abord pour le chemin de fer du journal, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc déjà, la façon juste de concevoir les sujets change complètement. C'est-à-dire que maintenant, il y a évidemment un atterrissage qui est pensé pour le journal, mais c'est plus vraiment la finalité. Donc dans la façon même de concevoir les sujets, déjà, ça change énormément. Et après, concernant moi et donc notre service, oui, je pense qu'il y a une évolution dans le sens où effectivement le fait d'avoir produit des séries d'articles, des choses qui ont bien marché, tout de suite effectivement ont montré l'intérêt de pourquoi est-ce qu'il fallait investir le numérique visuellement, quelle valeur ajoutée on pouvait avoir pour différents services. Donc je vois qu'effectivement maintenant voilà, on est beaucoup plus sollicité par exemple, rien que ça déjà c'est un énorme marqueur par rapport à avant. Et aussi, j'ai l'impression que de plus en plus, on est sollicité en amont et plus vraiment au dernier moment. Alors, ça arrive toujours, bien sûr, mais au tout début, effectivement, les gens n'avaient pas forcément conscience de combien de temps ça prend de faire un article visuel ou bien de faire une direction artistique sur une enquête. Donc, on peut avoir des demandes très tardives. Là où maintenant, la question visuelle arrive plus tôt dans la réflexion, ce qui est une très bonne chose. Et je pense que ça va continuer un petit peu à évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez tangible. J'ai toujours eu l'impression de bénéficier vraiment d'une bienveillance de la rédaction sur à la fois le temps que ça peut prendre de faire les choses bien. On nous a laissé cette liberté-là longtemps aussi, donc c'est vrai que c'est un confort de travail qui n'est pas négligeable. Alors comme tout, il y a des logiques de programmation, de rythme, donc il faut tenir les délais qu'on s'impose. Mais j'ai le sentiment en tout cas que je suis assez maître de ma capacité à dire oui ou non en fonction de ce qu'on s'impose. C'est-à-dire que je ne laisserai pas enclencher quelque chose que j'estimerais infaisable ou pas raisonnable. Donc là-dessus c'est vraiment agréable. C'est vrai qu'on a cette confiance à tous les niveaux. Donc je pense que c'est aussi, on bénéficie du flou de la... C'est vrai que c'est pas toujours clair, même pour nous, enfin, des fois d'expliquer. Il y a tellement d'enjeux différents à différents endroits. Maqueter un long format, ça n'a rien à voir avec maqueter un journal. Donc c'est vrai que je pense que même d'un point de vue de direction de rédaction, c'est beaucoup plus clair de comment on conçoit un chemin de fer, quel temps ça prend. C'est un journal qui va avoir 80 ans, ils savent faire des bouclages. C'est dans la science de ce qu'on fait. Nous, c'est beaucoup plus expérimental et nouveau. Donc, on propose une expertise et on est plutôt dans une idée de dire faites-nous confiance, vous nous fixez des grands objectifs, on va les tenir. Et puis, vous nous laissez la souplesse pour les appliquer de la meilleure manière possible, quoi. Okay. Est-ce qu'il y a une évaluation on en a un petit peu parlé en préparant, je sais que c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a des objectifs qui sont définis, des façons, des critères d'évaluation de la réussite ou pas de vos projets? Non, enfin, du moins pas que je le sache. Évidemment, y a les métriques, c'est-à-dire les statistiques sur les articles, évidemment de savoir est-ce que ça a marché, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu beaucoup de consultations, est-ce que évidemment il y a eu des prises d'abonnement, parce que c'est le nerf de la guerre. Pour autant, à titre personnel, on m'a pas fixé d'objectif pour me dire tes papiers, ils doivent faire, je sais pas, tant d'abonnements et tant de nombre de vues en fait. Donc là-dessus, non, moi j'ai pas de critères là-dessus d'évaluation en fait pour savoir effectivement à quel moment on dit que le travail a rempli ses objectifs ou pas, quoi. Donc je pourrais pas dire.
Oui, il n'y a pas vraiment de règles. Alors oui, on a les mêmes métriques. C'est ce qui nous permet effectivement d'apprendre aussi sur la. C'est plutôt, on s'en sert comme manière d'analyser notre propre travail et parfois c'est vrai que ça nous permet de nous rendre compte que ce genre de thématique est plus séduisante que d'autres et du coup on va essayer d'en faire un peu plus dans ce sens-là. Donc ça, on va utiliser ça plutôt là-dedans. Il n'y a pas je crois pas qu'il y ait d'objectif fixé sur le nombre de prises abos ou ce genre de choses. Je crois que tout le monde aussi a conscience que ce qu'on fait a une valeur ajoutée aussi dans l'idée que dans un contexte de transition numérique, un grand journal quotidien national doit d'être innovant par endroits et donc on bénéficie de parfois cette carte blanche et de cette liberté pour dire on vous fait confiance et faites-nous des choses qui sortent de l'ordinaire ou qui pourraient inspirer d'autres médias ou qui pourraient nous faire paraître comme le média qui innove le plus. Et je pense que c'est pour ça qu'on regarde beaucoup ce que font les autres. Moi, je regarde beaucoup ce que fait Le Monde, je regarde ce que fait la presse anglo-saxonne aussi. Donc, on s'inspire tous un peu les uns les autres, je pense aussi. Et en plus, de manière générale, après, tout ce qui concerne les métriques, les mesures de performance, c'est toujours pareil. C'est que dans notre métier de designer, c'est très compliqué de corréler les deux et d'en tirer des conclusions, honnêtement. Ça me paraît très difficile. Et je pense que c'est pas forcément une bonne idée de vouloir forcément mettre des analytics forcément sur des aspects design. C'est très compliqué, je pense. Il y a presque une mission culturelle par endroit aussi. Alors, il y a l'information, mais il y a aussi tout ce qu'on construit autour, le patrimoine. À l'équipe, on a aussi on a ce monopole, on a cette responsabilité presque de créer le sport dans l'inconscient collectif, de créer des unes historiques, donc je crois qu'il y a aussi cette logique de vouloir créer un héritage, donc parfois c'est un peu inconscient, c'est pas, on nous le dit pas comme ça, mais je crois on participe tous à ça dans ce sens-là en tout cas. Parce que j'ai l'impression que de façon un peu générale dans la presse depuis quelques années, ce que vous faites se développe de plus en plus dans beaucoup de rédactions. L'apport du design et du visuel est mis en avant. Et j'imagine que c'est stimulant d'être dans un milieu comme ça qui crée. Est-ce que vous ressentez une émulation, une sorte de... Bon, déjà nous ce qu'on fait, je veux dire, on l'a pas inventé, ça existe déjà depuis très longtemps outre-Atlantique et donc on utilise un petit peu les choses qui fonctionnent déjà et on essaie de les mettre en pratique en France. C'est vrai que je note que de plus en plus effectivement la question visuelle au sens large est en train vraiment de prendre, en tout cas bien considérée par les différents médias on va dire qui ont une grosse importance en France. Et donc là-dessus c'est super parce que nous on a besoin, je pense toi aussi, effectivement on a besoin de stimulation, de sentir qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe pour nous aussi en interne après pouvoir justifier aussi que ce qu'on fait, justement, ça a une grosse importance, qu'il y a une concurrence, donc il faut rester au niveau et que du coup ça justifie des moyens, du temps, de l'importance. Et voilà, faut pas qu'on soit tout seul à faire ça, sinon c'est très compliqué. Donc effectivement, je sens qu'il y a une bonne prise de conscience là-dessus en ce moment, en tout cas, et c'est assez chouette. Ouais, je partage ton avis sur la prise de conscience. Après, pour moi, il n'y a pas de... alors je fais pas ça depuis très longtemps, je fais ça depuis 5 ans, donc j'ai un recul relatif, mais j'ai pas senti une évolution drastique entre le moment où je suis arrivé et aujourd'hui. Okay. Y a toujours des nouvelles manières de raconter les histoires qui émergent par-ci, par-là. Il y a de plus en plus de médias, notamment, je dirais, des petits médias qui investissent dans les nouvelles formes de lecture. Donc oui, structurellement, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui font ça, mais il n'y a pas une direction très claire. J'ai pas le sentiment que dans chaque rédaction, on a forcément des équivalents de ce que nous on fait. C'est pas toujours clair. C'est pas toujours clair moi d'expliquer mon métier aux gens. Donc c'est ce que je disais un petit peu au début. C'est l'impression de créer un peu son nouveau métier dans le sens où avant, c'était très clair dans le print, il y avait des typologies de métiers très définies. Là, on est sur des choses quand même beaucoup plus hybrides, d'autant plus avec cette notion éditoriale où maintenant on a un point de vue en tant que designer, on participe activement
à l'écriture de certaines choses. Et ça, je pense que ça n'existait pas avant, du moins pas dans cette échelle-là. Je suis optimiste parce que je pense que c'est l'ordre naturel des choses. Et je pense qu'en France, en plus, on a naturellement cette envie de développer ce genre de choses. Mais je ne vois pas de direction claire ou de choses très cadrées, quoi. Est-ce que vous voyez un lien peut-être avec l'évolution du métier de journaliste traditionnel et bien sûr. vos positions? Il y a le journalisme visuel, comme on dit, qui est en train de prendre son essor, notamment par le biais de la vidéo. Et les vidéos sur les plateformes, c'est un truc, c'est une évolution naturelle du métier, mais du coup forcément, ça nous implique dans l'histoire parce qu'il y a une réflexion visuelle à avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est en train effectivement de beaucoup émerger et qui, entre guillemets, nous aide aussi dans notre métier à nous parce que on se retrouve en fait à avoir parfois les mêmes réflexions en fait, les mêmes problèmes et il y a une synergie naturelle qui se fait en fait dans les métiers et ça, c'est sûr que c'est vraiment intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a des compétences, des compétences qu'on trouve plus utiles qu'avant dans les rédactions et au sein de vos équipes? Est-ce qu'il y a des nouvelles compétences que vous allez chercher que vous n'auriez pas forcément entrevues avant? Moi, à titre personnel, c'est le développement front office, quoi. C'est-à-dire que actuellement, j'ai un énorme besoin en fait au quotidien de gens qui savent coder. Alors pas forcément de savoir parfaitement coder, de programmer, mais en tout cas de s'être capable de se débrouiller pour faire du debugging ou alors d'être autonome pour travailler sur tel ou tel article. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans mon métier. Moi, j'ai toujours considéré qu'un designer ne devait pas développer et que c'était soit l'un soit l'autre et que soit tu es très fort dans une discipline mais pas dans l'autre, et j'ai toujours dit ça. Et puis ça fait 2 ans en fait que j'ai complètement changé d'avis du coup, puisque moi je me suis mis à faire les deux et je me suis bien rendu compte de la différence et que aujourd'hui dans beaucoup de sujets quand moi je vais les designer si j'ai le temps, en général si je peux je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vais aussi derrière faire la prod finale et dans ma pratique de designer ça a tout changé puisque le fait d'ailleurs de m'occuper aussi du rendu fini, ça me change en fait ma façon d'aborder le problème. Je sais ce qui est compliqué à faire, je sais là où je vais galérer, je sais ce qui est pertinent et à quel moment en fait ça vaut le coup vraiment de mettre de l'énergie et tout, là où avant en tant que designer je mesurais pas ça, donc forcément d'un point de vue éditorial je pouvais par exemple passer du temps sans m'en rendre compte à faire quelque chose que je trouvais vraiment très, très intéressant visuellement mais qui en fait était pas si justifié que ça et mettait beaucoup de temps à mettre en œuvre, alors qu'aujourd'hui ça me force à me mettre dans une priorité où je me concentre sur le contenu et si vraiment je veux faire un truc compliqué, je vais le faire parce que je sais que c'est important par rapport à l'histoire qu'on est en train de raconter, par rapport à ce besoin de rendre visuel une infographie, une histoire qui est très compliquée ou rendre pédagogique quelque chose qui marche pas par le texte. Voilà, et ça c'est sûr que c'est depuis que je fais ça que je m'en rends vraiment compte, quoi. Donc j'ai beaucoup changé de point de vue là-dessus, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que l'évolution du métier de designer, elle se fait de la même manière que de l'évolution du métier de journaliste. Je pense qu'un journaliste d'il y a 20-30 ans, on lui demandait peut-être moins de considérer la notion visuelle de ce qu'il fait, sur les outils, sur la manière de gérer presque l'édition de son propre papier. Voilà, les choses étaient beaucoup plus cloisonnées. Aujourd'hui, je vois bien que les jeunes journalistes qui arrivent, ils sont plus complémentaires, ils sont plus en capacité de gérer tout de A à Z. Ils vont plus vite aussi, ils par les outils, par la question aussi de quelle place va prendre l'IA dans notre travail aussi demain. Voilà. Et donc le parallèle pour moi il se fait aussi sur le métier de designer. Et comme tu dis, cette question d'avoir la compétence technique complémentaire en dev, savoir comment coder une page web, avoir des notions de langage qui nous permettent quand même de comprendre l'architecture de ce qu'on fait, ça me paraît indispensable aujourd'hui, quand bien même je ne serai pas développeur demain. Je ne veux pas me dire développeur. Je comprends le métier de développeur, j'ai besoin de comprendre les métiers en fait, qui composent toute la création. Donc je suis curieux de tout ça. Et après, je ne sais pas dans quelle mesure ça va. Les choses vont finalement se lier de manière un peu invisible parce que c'est par les outils que ça se passe. Et c'est vrai que pendant longtemps, là, ces dernières années, on se dit ça serait super que les enfants ils apprennent le code à l'école. En fait, ça se trouve, dans 5 ans, on codera plus vraiment en langage. Et donc, quels outils de demain vont nous permettre
faire un peu tout de manière seamless. C'est vraiment ça que les questions que je me pose beaucoup en ce moment en tout cas. Ok. Merci tous les deux. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour prendre des questions dans le public s'il y en a, pour que tout le monde ait le temps de s'exprimer. Donc voilà, s'il y a des questions. Tristan, est-ce que tu veux... Merci déjà. J'avais une question quant à la politique de vos entreprises et des actions qui ont été mises en place en termes d'accessibilité numérique, justement liées aux différents contenus que vous développez, sachant que justement vos services sont séparés possiblement des services UX/UI et vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui est mis en place au niveau design system et justement, comment et par quelle rigueur on met en place forcément tout le contenu des articles. Quelles sont justement les actions que vous avez pu mettre en place pour rendre accessibles vos différents formats? Donc déjà, côté Le Monde, sur le site Le Monde, je sais qu'ils ont maintenant un accompagnement accessibilité. Donc ils ont il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ont un prestat qui est détaché avec eux une journée par semaine et pour élaborer des recommandations justement pour améliorer l'accessibilité des contenus. Mais ça c'est vraiment sur la partie côté site. Justement, on a eu là une transmission de bonnes pratiques justement sur qu'est-ce qui serait bien à mettre en place sur nos articles à nous, sachant que nous, il y a des énormes complexités, c'est-à-dire que quand tu fais une visualisation de données, rendre ça accessible, c'est quasi impossible. La seule chose qu'il faut faire, en fait, c'est mettre à disposition le tableau en fait, de données. Donc il y a des choses effectivement qu'il faut prévoir en fait, et parfois c'est très compliqué. Enfin, nous, on est parfois dans un tel rush que honnêtement, c'est pas ma priorité, même si ça devrait, mais on n'y est pas. Enfin, pour l'instant, on sait qu'on n'y est pas encore. Pour autant, on a commencé à avoir une sorte de checklist sur nos articles, qu'est-ce qu'on pourrait faire de simple, typiquement mettre renseigner systématiquement la balise alt des images, essayer de bien gérer la question des fontes, non pas en renseignant des tailles en pixels, mais avec des tailles relatives pour que ça s'adapte en fait aux préférences de l'utilisateur. Ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place assez rapidement et qui seront assez pratiques, je pense, là-dessus. Et je sais qu'aussi, on a notre lead dev qui a eu une formation accessibilité cette année avec un formateur en one-to-one. Il lui a filé des exemples d'articles enrichis qu'on avait fait. Il lui a effectivement élaboré quelques recommandations pour améliorer ça, mais visiblement, on n'était pas à la rue, ce qui est déjà pas mal. On n'est pas, moi j'ai pas ces discussions activement avec les équipes du pôle numérique. Je crois qu'il y a de toute façon la législation va obliger les sites à faire des efforts sur ces questions-là. Donc je suis convaincu qu'ils s'en chargent, en tout cas ils se questionnent là-dessus. Mais moi de mon côté, à Explore, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai pensé récemment, mais je m'en suis peu investi jusqu'ici, hormis sur les questions de police, exactement comme tu dis, sur le fait que les gens puissent adapter facilement les choses en fonction de leurs paramètres de navigateur. Mais sinon, sur les questions pour les images, être sûr qu'elles soient légendées, tout ça c'est des choses que j'ai envie qu'on mette en place. Et donc ta question elle tombe au bon moment parce que c'est vraiment un truc que je vais ouvrir moi de mon côté. Donc, merci. Quelqu'un d'autre, une autre question? Oui. Ouais, je veux savoir quelles étaient vos pratiques sur, justement, vous l'avez évoqué très légèrement tout à l'heure, sur comment est-ce que vous essayez de mesurer comment les publics, leur parcours de lecture de vos formats, qui sont des formats numériques et avec des parcours très différents, possiblement en fonction des formats que vous développez. Justement, est-ce que vous interrogez ça? Est-ce que vous avez essayé d'avoir un peu des statistiques sur comment ces formats sont mobilisés par le lectorat? Est-ce que vous tentez des nouveaux formats d'interaction un peu risqués et vous essayez vous avez probablement pas jusqu'à faire du A/B testing ou ce genre de choses, mais voilà, quelle est votre pratique là-dessus? Alors déjà, on a une statistique sur le pourcentage de lecture d'un article. Donc on sait à peu près quel pourcentage de l'article a été lu en moyenne en fonction de sa longueur. Mais ça, c'est propre aux articles, je dirais, standardisés dans le CMS. Dès qu'on va commencer, nous, à aller sur des choses, on va dire, sur mesure, mais là aussi, c'est dans notre objectif de l'année. C'est à nous en fait d'implémenter le tag qui permet de savoir à quel moment, en moyenne, les lecteurs s'arrêtent. Surtout quand on fait des très longs scrolls, même si là, cette année,
de manière générale, dans la rédaction, il y a vraiment une envie de travailler sur des formats beaucoup plus courts et donc justement de limiter le signage et effectivement de limiter autant que possible les 50 000 signes vraiment sur le numérique parce qu'on sait qu'en fait c'est très compliqué de demander à un lecteur d'aller jusqu'au bout. Très clairement, même avec tous les efforts du monde, c'est très compliqué, c'est encore plus de travail pour tout le monde. Donc ça c'est une première chose. On ne fait pas d'A/B testing sur nos articles là encore parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. C'est quelque chose qui n'est pas prévu pour l'instant. Et pour tout ce qui est sur on va dire les interactions un peu risquées, moi j'ai tendance à les limiter par intuition parce que je me rends bien compte que les lecteurs en fait scrollent beaucoup, mais ça va être très difficile après de les amener en fait sur des comportements où il faut aller taper, dérouler des choses et donc ça c'est quelque chose que j'évite autant que possible, aussi parce que c'est aussi plus complexe à mettre en œuvre, donc ça rentre aussi dans la balance entre le temps que j'ai et les objectifs. Et si demain je devais le mesurer, effectivement là je pense qu'on a quand même cet objectif de commencer à mettre des tags sur typiquement, voilà, quand on fait un article avec un sommaire qui est en menu déroulant, on aimerait bien savoir combien de gens effectivement passent par ce sommaire pour aller lire les autres articles, ou est-ce qu'ils passent plutôt par le pied de page où il y a une recirculation. Ça, c'est des choses qu'on va juste commencer à placer pour essayer d'en savoir un petit peu plus là-dessus sur à quel point c'est pertinent ou pas de positionner ces éléments-là. Et voilà, on en est pour l'instant, quoi. Mais effectivement, il y a de plus en plus, on est maintenant dans une espèce d'envie d'en savoir un petit peu plus maintenant sur ce qu'on fait, à quel point ça fonctionne ou pas du tout, pour un petit peu mieux rediriger nos efforts aussi. Et effectivement, on a besoin d'avoir un peu plus de retour, quoi. Ouais, exactement la même chose. On ne fait pas de testing avant publication. On essaie de toute manière. Alors c'est vrai qu'on a la même problématique, c'est que à partir du moment où on veut être très créatif, on est obligé de sortir du CMS du numérique, enfin, du journal au quotidien. Et donc on perd des fonctionnalités de tracking et d'analyse. Donc je sais que les équipes techniques bossent sur du tagage pour faire évoluer ça et qu'on ait plus de retours. Mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et on est obligé de parfois composer avec l'existant et du moins se faire de certaines statistiques qui nous manquent. Sur la longueur des longs formats, on a eu un peu la même réflexion. On a essayé de favoriser en fait, des longs formats one page un peu plus courts qu'avant. C'est vrai qu'à partir du moment où on fait du multipage, si on n'a pas de template extrêmement clair, testé, en fait ça nous prend énormément de temps à concevoir et je trouve que d'un point de vue utilisateur, c'est pas super d'avoir des expériences d'interface différentes à chaque fois. Donc ça peut nous arriver occasionnellement de développer des choses un peu sur mesure, uniques, mais on essaye quand même de créer quelque chose, un silo commun où on a des espaces d'expression à l'intérieur plus clairs. Voilà. Quand on regarde un peu l'évolution des formats numériques et journalistiques là sur 10 ans, moi ce qui me frappe c'est qu'il y a 10 ans je trouve qu'on était beaucoup plus dans des approches avec de l'interactivité et donc des choix de navigation qui étaient laissés aux internautes, sans même parler des formats type webdoc ou transmédia dont on parle plus beaucoup en fait aujourd'hui. Et je trouve qu'on dans vos productions on est beaucoup revenu sur des choses linéaires. Est-ce que c'est le constat que vous faites aussi et comment vous l'expliquez? C'est ce que je disais en fait, c'est je pense qu'il y a une espèce, j'ai pas de chiffres pour étayer cette réflexion-là, mais je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience au milieu des années 2010 en fait que effectivement donc il y a eu les grandes époques des webdocs où il fallait effectivement beaucoup explorer, naviguer, cliquer pour consulter le contenu et qu'en fait et c'est probablement dû à l'essor du mobile, hein. Les gens finalement en fait aujourd'hui ils scrollent beaucoup, mais ça va être très difficile après de les amener sur de l'interactivité où ils vont eux-mêmes avoir un effort à faire pour aller chercher. Il y a une telle concurrence aujourd'hui des plateformes, des réseaux sociaux que je pense qu'il y a une espèce de choix qui a été fait sur vraiment la simplicité de se dire on va faire quelque chose qui va demander le minimum d'effort à l'utilisateur, juste scroll, quelque chose le plus naturel. Et je pense qu'en tout cas ça vient de là, ça vient vraiment de aujourd'hui nos formats on les conçoit vraiment avant tout pour le mobile, quoi. C'est vraiment ça, on teste à fond sur le mobile parce qu'on sait que vraiment nous c'est du 70-30, 80-20, enfin c'est vraiment c'est ça qui
qui est le nerf de la guerre. Et bon, bah, un webdoc, c'était cool sur un ordinateur avec la souris, mais un téléphone tout de suite c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est ce qui a beaucoup amené en fait l'évolution de ce genre de format un petit peu innovant. Ouais, le taux de mobilité est croissant. Enfin, je pense que là il atteint son maximum parce que nous on a dépassé les 90%. Ah ouais. Donc sur l'équipe Explore particulièrement. Alors l'équipe Explore c'est un tout petit peu moins par rapport au reste de l'équipe. Je crois que l'expérience sur la plateforme l'équipe dans son entièreté on est autour des 90. Explore il y a quelques pourcents de monde, 80, un truc comme ça. Ouais, mais non c'est quand même il y a eu une transformation des usages, mais qui était déjà, quand je suis arrivé, c'était déjà énorme. On a pris peut-être 10% dans l'histoire, mais c'est pas non plus, ça nous a pas. Voilà. Donc oui, moins d'options justement de création sur l'aspect parcours, expérience. C'est vrai que la mobilité, l'habitude du scroll, je suis tout à fait d'accord, fait que les gens finalement sont plus réfractaires à sortir de leur zone de confort vis-à-vis de ça. Je pense par le temps qu'ils peuvent nous accorder aussi. J'essaie même de moins mixer le texte et la vidéo par exemple. C'est vrai que pendant longtemps, ma mission c'était de faire fonctionner des vidéos dans des longs formats. J'ai jamais réussi. Donc là-dessus, je pense qu'aujourd'hui les gens ont quand même besoin de rentrer dans un contenu par quelque chose de clair. Donc ils vont savoir qu'ils vont être confrontés à du texte et de l'image, sinon à de la vidéo ou à de l'audio. Je résume un peu drastiquement, mais pour moi c'est assez clair qu'il y a moins de ponts. D'accord. Ok, on a peut-être le temps pour une dernière question. Tristan. Autre sujet d'actualité, quelles sont vos politiques et vos actions mises en place en termes d'éco-conception pour vos formats? Il cherche sur les deux questions. Non, mais c'est bien. En fait, il a raison, mais c'est tellement on part de tellement loin qu'en fait ces questions-là, effectivement, on a eu le sujet à un moment donné, mais pour l'instant, en tout cas nous, dans notre équipe, on l'adresse pas à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait réfléchir à quelle est la manière la plus économe de concevoir nos formats, etc. Mais on n'y est vraiment pas du tout. Tu vois. Enfin, vraiment, pour l'instant, des fois, on essaie juste déjà de faire marcher notre article sur Safari Mobile. Et Firefox aussi en même temps. Donc, on en est là. Vraiment, des fois, on est en train de vraiment régler des bugs tout à fait très pratiques qui nous prennent finalement pas mal de temps. Donc, tout ce qui va être éco-conception pour l'instant. Je sais qu'à l'échelle du site Le Monde, là aussi c'est pareil, sur la partie design du site, il y a des choses qui sont mises en œuvre. Je pourrais pas dire quoi parce que c'est pas mon équipe et je suis pas au courant de tout. Mais en tout cas, sur la partie design éditorial, non, ça par contre, autant l'accessibilité, effectivement, je sais que là on a un gros sujet là-dessus, il faut qu'on priorise ça parce qu'on a de plus en plus de retours de gens qui disent sur mon lecteur audio, enfin sur mon lecteur justement, j'arrive pas à bien lire votre article ou sortir un PDF c'est relou, donc on sait qu'on a des trucs à faire, mais sur la partie éco-conception pour l'instant malheureusement c'est pas la priorité. Ouais, c'est pas une question qui fait partie de notre quotidien. À partir du moment où on fait du digital, dans mon cas en tout cas, c'est vrai que la question elle se transpose dans d'autres problématiques que celle du print par exemple. Effectivement, c'est plus du tout le même sujet. Alors, tu t'y gagnes d'un côté mais t'en perds d'un autre. Enfin, il y a plein de contradictions là-dedans. Donc je suis pas spécialiste de ça honnêtement, mais on essaie de... Je sais que même sur le site, il y a une logique de performance du site qui va dans ce sens-là, de faire en sorte que les choses soient le plus racées possible pour que ça prenne pas trop de place justement. Ok. Si ça vous va, je vous propose qu'on s'arrête là pour qu'on puisse enchaîner sur la deuxième table ronde. Je vous remercie beaucoup pour votre participation.